Qui furent les présidents africains ayant contribué à la présidentielle française de 2002? Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré et Abdoulaye Wade. Je crois pouvoir dire que pour cette campagne, ce sont près de 10 millions de dollars qui ont été versés. Après Laurent Gbagbo ou Blaise Compaoré, Omar Bongo verse à son tour une contribution lors de sa visite en France, en février 2002. Il a donné 3 millions de dollars. Nous étions au secrétariat général de l'Élysée. Omar Bongo était accompagné de Pascaline Bongo. Il y avait Jacques Chirac, Dominique de Villepin et moi-même. C'est l'époque où j'ai commencé à ressentir un vrai malaise par rapport à ces pratiques, surtout après la séquence des djembés. En septembre 2002, la rébellion que Laurent Gbagbo craignait lance son offensive sur Abidjan. Il appelle la France à la rescousse en actionnant les accords de coopération et de défense militaire. Jacques Chirac refuse néanmoins de voler à son secours. Je me souviens comme si c'était hier d'une réunion à ce sujet au Quai d'Orsay, dans le bureau de Dominique de Villepin, au lendemain de cette offensive, en présence de Salif Diallo, d'Alassane Ouattara. C'était un début de soirée. À la fin de la rencontre, Villepin a appelé Jacques Chirac, qui lui a donné pour instruction de ne pas stopper les rebelles jusqu'à l'établissement d'une zone tampon, à Bouaké. Le déjeuner chez la Pérouse m'est aussitôt revenu à l'esprit comme, du reste, toute la teneur de l'entretien entre Villepin et Gbagbo. La France a facilité l'avancée des rebelles avant de les calmer en imposant une ligne de démarcation. Jacques Chirac a clairement refusé d'envoyer des éléments français contre les hommes de Guillaume Soro. Dès l'élection de Gbagbo en octobre 2000, Paris fut déloyal avec lui, mais je ne pouvais rien contre les décisions de Jacques Chirac ou celles de personnalités comme le secrétaire général de l'Élysée ou le chef de la diplomatie. De nombreuses réunions se sont effectivement tenues au Quai d'Orsay dès l'offensive des rebelles. Je passais des messages et cela m'a valu d'être perçu comme un traître par la partie ivoirienne alors que je subissais surtout les remontrances du président français. La politique est faite de coups bas, d'où un vrai sentiment de trahison. J'ai eu de nombreuses discussions tendues à ce sujet avec Villepin qui chaque fois a prétexté la nouvelle doctrine militaire de la France en Afrique, le nini grotesque de Lionel Jospin. Ne plus intervenir tout en restant présent, la fin pour Paris de son rôle de gendarme de l'Afrique, etc. Je lui ai tout de même rappelé que Laurent Gbagbo avait aidé la France financièrement avec de vraies largesses en contrepartie d'engagement. Villepin s'est retranché derrière la raison d'État. De fait, le ressentiment anti-français a vite enflé en Côte d'Ivoire, où il a dû se rendre à plusieurs reprises, notamment en janvier 2003. Pour ce déplacement, j'étais arrivé la veille en éclaireur pour dîner avec le couple Gbagbo, fou furieux. Simone m'a mis en garde. « Tu vois ton Villepin, là? Il va avoir affaire à moi dès demain. » Elle m'a même accusé de couvrir tout cela. Le lendemain en question, l'accueil à la résidence présidentielle fut absolument terrible. Une armée de femmes nues, recouvertes de kaolines, attendait le ministre des Affaires étrangères. Symboliquement, c'était une déclaration de guerre. Lorsque les femmes sont peinturlurées de la sorte, personne ne les touche. Pas même les militaires, les policiers et autres forces de l'ordre. Villepin a été très chahuté, car elle refusait de le laisser passer. J'ai convaincu Laurent Gbagbo d'aller le chercher dans la cour de la résidence. Nous nous sommes retrouvés à 3 avec Gbagbo et Villepin. Le fondateur du Front populaire ivoirien, FPI, s'en est pris violemment à son interlocuteur en lui demandant si, par hasard, il ne prenait pas les Ivoiriens pour des nègres de la coloniale. Évoquant la rébellion, il s'est référé au coup d'État des généraux d'Alger et a demandé si De Gaulle l'avait accepté. Il a immédiatement demandé l'arrêt du financement de cette rébellion par Compaoré et consorts. Après cette visite, cela n'a jamais été dit, Villepin devait se rendre à Bouaké pour rencontrer les soldats français, ce que Gbagbo a pris comme une déclaration de guerre, un soutien explicite aux rebelles. J'ai tenté de l'en dissuader, mais, dans sa superbe,
Villepin s'est quand même rendu au nord. Dès lors, Laurent Gbagbo a su à quoi s'en tenir. Ensuite s'est profilée la conférence de Marcoussis, où il a été littéralement humilié en devant accepter un gouvernement comprenant des représentants de la rébellion. L'Élysée s'appuie-t-il sur vous pour convaincre Blaise Compaoré de cesser de soutenir Guillaume Soro? Non. Jacques Chirac et Dominique de Villepin connaissaient de ma position et savaient que j'étais proche de Laurent Gbagbo, même si ce dernier a remis en doute mon amitié. Je tiens à rappeler ici que, même si j'étais entouré de personnalités qui ne l'appréciaient pas, je ne l'ai trahi à aucun moment. C'est Eugène Alou qui a préparé la venue de Laurent Gbagbo à Marcoussis. Sentant que le piège allait se refermer sur le président ivoirien, je lui avais expressément demandé de dissuader son patron de venir. Tout le monde était dans le coup, l'Élysée, le Quai d'Orsay. Il a malgré tout tenu à venir. Pour lui, ce fut l'humiliation suprême. Villepin est allé jusqu'à le menacer de lui casser le bras s'il n'acceptait pas les propositions issues de cette conférence. Prenons une pause et lisons un livre intéressant et intrigant, Première dame meurtrière. Découvrez une dame prête à tout pour atteindre le sommet, manipulation, proxénétisme et ruse meurtrière. Disponible en livre papier sur booklist.com, lecture directe sur youscribe.com ou téléchargez votre propre fichier sur Apple Book.